Bonsoir Monsieur Ploncardassac, bonsoir Manuel. Bonsoir docteur, bonsoir Diane. Bon, eh bien, bonsoir Diane, bonsoir Manuel, je vous écoute. Alors ce mois d'avril marque un anniversaire, celui de la création, il y a 20 ans déjà, de votre mensuel La Politique. Voulez-vous revenir sur les raisons qui vous ont amené à le créer? Oui, c'est peut-être bon, effectivement. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais toujours bon de rappeler les choses. En fait, c'est venu de fil en aiguille du fait de mon parcours au Front National, dont j'ai vécu les différentes évolutions déplaisantes, que j'ai constaté vraiment le manque total et absolu de la plupart des cadres et des militants du Front National, puis l'entrée de membres de la Nouvelle Droite, gaullistes, etc., au Front National avec la bénédiction de Le Pen, toutes les choses que j'ai apprises sur lui. Et je me suis dit, bon, étant donné que le reste de notre presse était quelque peu complaisante et qu'il n'y avait rien à faire pour obtenir un appui de ce côté-là, que je n'avais pas d'autre solution que de lancer mon propre organe. Voilà l'historique de la chose, et depuis lors, c'est allé croissant. Bon, il y a évidemment la période de, je dirais, qu'on peut marquer de 2002 jusqu'à 2008 environ, de traversée du désert, où j'étais vraiment l'affreux petit canard, le méchant, qui disait des choses qui ne plaisaient pas, évidemment, que je dérangeais. J'osais dire ce que certains n'osaient pas dire ou ne voulaient pas dire. Et donc voilà, on en est arrivé où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, vous venez à nouveau apparemment d'être l'objet d'une plainte pour incitation à la haine raciale dans une conférence ou un entretien qui a eu lieu le 31 juillet de l'année dernière. Que pouvez-vous nous en dire sur ce qui apparaît comme une nouvelle intimidation envers votre action politique? J'avoue que je suis un petit peu surpris. Alors, il y a une chose qui m'intrigue, c'est que c'est arrivé l'après-midi de la veille du 1er avril. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Alors, ça a commencé par être un appel téléphonique de quelqu'un qui dit, voilà, je suis l'officier, je ne sais pas quoi, pas retenu. Oui, c'est normal. Je n'ai pas eu le temps de noter. Me disant, voilà, on a reçu une plainte comme quoi, dans alors je ne sais pas si c'est un entretien ou une conférence, vous avez incité la haine raciale, etc., enfin la litanie habituelle. Alors je lui ai répondu, ah bon, bon, et quel est le contenu, etc. J'aimerais savoir ce qu'on me reproche. Il me dit, ben, écoutez, vous allez être convoqué, etc. D'accord. Je suis à votre disposition, on verra. Et puis, à quelques jours de là, je reçois un courrier du ministère de l'Intérieur, reprenant à peu près les mêmes termes, et me convoquant pour le 5 mai prochain, toujours sous le coup d'une plainte pour incitation à la haine raciale. Alors, il y avait un téléphone et il y avait un mail. Et voulant laisser une trace écrite, j'ai répondu par mail, où j'ai mis, comme j'avais déjà fait lors de cette plainte assez étrange aussi, il y a plusieurs mois, 6, 7, 8 mois, je ne sais plus, qui est resté sans suite, que je n'insultais jamais personne, que tout ce que je disais, on pouvait le trouver dans la presse, et je ne faisais que rappeler un certain nombre de choses, que j'attendais qu'on me dise quelle était la personne ou l'organisme qui portait plainte, qui n'était pas mentionné, et que je demandais qu'on me mette le texte sous les yeux de ce que l'on me reprochait. Et puis, curieusement, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Donc, il est évident que je ne bougerai pas. J'ai été convoqué à Paris. Je n'irai pas à Paris, et pour cause, de toute façon, comme les hôtels et les restaurants, les hôtels sont très difficilement atteignables parce que, comme ils n'ont pas de clients, ils ferment. Quant au restaurant, bon, comme tout le monde le sait, il n'y a plus de restaurants en France. Donc, voilà.
Je reste Tout le sur reste. mes positions. J'attends qu'on me fournisse les raisons de ce genre de plainte. Donc, comme je le disais dans ma réponse sur le mail, tout cela, pour moi, ce n'est qu'une tentative d'intimidation pour essayer de me faire taire. Voilà, ils peuvent toujours essayer. Vous suspectez des personnes en particulier? La dernière fois, c'était la Ligue de défense juive, si mes souvenirs sont exacts. Attendez, Et la Ligue d'ailleurs, défense juive ou la LICRA? Pardon? C'était la Ligue défense juive ou la LICRA? C'était la LICRA la dernière fois, je crois. Pas, là, il existait avant. C'est la LICRA, je crois, de mémoire. J'en suis pas sûr, parce qu'il me semble que je leur ai répondu d'une façon narquoise en leur disant mais je vois pas ce que vous me reprochez. J'ai répercuté votre information sur Henri de Lesquen, sur ses origines, etc., etc. Enfin, peu importe. Ça, non, on verra bien. Ça, c'est une autre affaire, oui. Oui. Alors, Donc, de toute façon, il n'y a pas eu de suite. Ah oui, ce qui était amusant à ce moment-là, c'est que l'officier de police qui m'avait interrogé ici, à côté de chez moi, m'avait demandé de lui fournir l'enregistrement de ce qui m'était reproché. Parce que là, tout de même, ça avait été mentionné, mais il n'y avait pas le texte, il n'y avait pas la phrase ou les phrases de ce qui m'était reproché. Donc, je lui ai donné et il m'avait dit, écoutez, je vais visionner ça et puis s'il y a lieu, je vous rappellerai. Moi, jamais rappelé. Voilà. Alors, pour revenir sur l'actualité sanitaire, notamment en France, que vous inspirent les dernières mesures gouvernementales au sujet de la vaccination? Et comment expliquez-vous qu'après le vaccin AstraZeneca, ce soit désormais le vaccin Johnson & Johnson que l'on découvre être aussi dangereux, notamment par le fait qu'il cause des thromboses? Oui, alors là, effectivement, c'est interpellant. Et je pense que dans tous ces et ce n'est pas simplement l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson, mais le Pfizer et le Moderna, il y a quelque chose dedans qui provoque un remue-ménage dans le corps. Il se traduit soit par des symptômes graves, soit carrément par la mort. Et j'aurais tout de même attiré l'attention sur le somme de morts qui s'accumulent à la suite de ces différents vaccins. Il n'y en a pas un ou deux, c'est tous les vaccins qui, pour une raison ou pour une autre, posent un gros problème jusqu'à la mort. Et ça va être d'ailleurs l'objet du prochain éditorial de la politique, où je fais une recension systématique avec les données, les références, etc., etc. Ça ne touche pas un seul pays, ça touche tous les pays, et ça touche surtout les pays qui ont le plus vacciné. C'est très intéressant à noter. Et ce que l'on constate aussi, il y a différentes études d'ailleurs à ce sujet-là, qui le font remarquer, c'est que notamment Alexandra Orion-Caude, qui font remarquer que souvent, les cas graves qui apparaissent chez des gens sains qui ont été vaccinés. Et il y a une autre notion qui apparaît qui est tout de même très importante, c'est que apparemment les gens qui ont été vaccinés sont beaucoup plus porteurs, donc contaminants, et qu'ils sont porteurs des variants plus dangereux. Là aussi, c'est basé sur des études, je donne toutes les références dans le prochain éditorial de la politique. Donc voilà quelques éléments tout de même d'appréciation pour ceux qui seraient tentés de se faire vacciner. Il y a aussi quelque chose de très curieux, c'est que, encore une étude qui fait remarquer une chose, notamment avec les vaccins Pfizer et Moderna, du fait de l'adjonction de l'ARN, c'est-à-dire l'acide ribonucléique. Alors, vous savez que j'ai déjà signalé à plusieurs reprises que l'acide ribonucléique ainsi que l'acide désoxyribonucléique sont deux facteurs qui signent la génétique de chaque individu.
Donc, avec Pfizer et Moderna, on adjoint une protéine, donc de l'acide ribonucléique, une protéine supplémentaire à la signature biologique de l'individu. Et évidemment, apparemment, d'après ce que l'on constate, ça provoque des remue-ménages dans l'organisme, d'où les cas graves jusqu'au décès que l'on voit apparaître. Donc, il faut bien signaler ça. Et alors, il y a encore mieux, c'est qu'on vient de découvrir une chose justement sur ces vaccins. Là, il faut tout de même que je vous lise la chose parce que, bon, je ne peux pas dire ça simplement de mémoire. Les vaccins à ARN, donc acide ribonucléine, fonctionnent en détournant les cellules de votre corps, en les obligeant à produire des protéines modelées sur les protéines de pointe du coronavirus SARS-CoV-2. Étant donné que cette structure comprend des régions de type prion, ça vous rappelle quelque chose sur le prion? Oh, Non, pas spécialement. Non, moi non Bah, plus. je sèche un peu. la vache folle. La vache. Ouais, ça remonte, Oui, quoi. Je me souvenais pas qu'il y avait- ouais, ça remonte honnêtement. J'avoue que je Et m'en étant souvenais donné pas. que cette structure comprend dans des régions de type prion des erreurs aléatoires dans les séquences d'ARN qui peuvent être tronquées par le système immunitaire humain avant d'atteindre les ribosomes dans les cellules, pourrait amener les receveurs du vaccin à ARN à produire des prions dans leur propre corps. Alors, évidemment, tout ça, c'est très technique. C'est pas très facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas médecin, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est pathogène dans ces vaccins à base d'ARN. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument signaler parce que ça, c'est fondamental et ça explique la casse qui augmente tous les jours. Voilà, pour répondre à votre question, je pense, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, évidemment, sur la façon dont le gouvernement manie tout ça, faisant semblant de ne pas voir la casse qu'il y a, que l'on trouve dans la littérature étrangère, mais qui étrangement est quelque peu occultée dans la littérature française. Sous surveillance. On va continuer encore avec le Covid-19, cette fois avec une citation du professeur Annan, qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré. Je cite, « Je crains qu'on entendra parler de la Covid-19 pendant toute la décennie. C'est une pandémie mondiale. Il faut attendre qu'elle s'arrête à l'échelle mondiale. » Que pensez-vous de ces propos? C'est pour mettre en condition les peuples. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, on commence déjà à nous annoncer qu'il va falloir vacciner probablement tous les 6 mois. Oui, je me C'est souviens. rentable pour Pfizer, Moderna et compagnie. Il faut voir, Donc, il faut voir le prix de la vaccin. Il faut tout de même rappeler que le gouvernement nous avait dit « mais vaccinez-vous et vous pourrez retrouver une vie normale ». Il n'y aura pas de vie normale. Ceux qui se sont fait vacciner risquent d'avoir de gros problèmes de santé à terme, sans compter ceux qui en ont eu immédiatement ou dans les jours qui suivent. Donc, on est en pleine obscurité et en fait, on constate que ce ne sont que des vaccins expérimentaux et que les gens qui se font vacciner ne sont que de simples cobayes et seront prochainement simplement un chiffre de plus dans une statistique ou dans un relevé de décès. Alors faites-vous vacciner si vous êtes tenté encore. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé vient d'invalider le passeport vaccinal. Tout à fait, mais le gouvernement français n'en tient absolument aucun compte, puisque au contraire, insidieusement, il pousse. Rappelez-vous le truc de notre cher Christophe Barbier, ce qu'il racontait. Bon, que vous vouliez ou pas, vous serez obligé de le faire.
Parce qu'on ne pourrait pas faire autre chose. On ne pourrait pas faire autrement. C'est ça la démocratie, chers amis. D'après un article du journal Le Monde, des proches d'Emmanuel Macron considèrent qu'il aurait acquis une expertise épidémiologique. Quelle est votre opinion? Alors, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai un petit peu souri parce que l'expérience de Macron en épidémiologie de machin, c'est plutôt une expérience pour nous nuire. Toutes les mesures qu'il a prises ont été contre-productives. Voulez-vous me dire, depuis le dernier reconfinement, y a-t-il eu un changement dans le nombre de cas? Il n'y a pas de changement. Il y a toujours, on nous dit que les hôpitaux sont toujours aussi pleins, etc., etc. Donc à quoi ça sert? Et par contre, quand on regarde l'exemple, entre autres, de la Suède, qui n'a pas confiné, c'est invraisemblable la différence. Je crois d'avoir le chiffre par ici. Je vais essayer de me retrouver ça, mais c'est un. Non, je ne l'ai pas sous la main. C'est une disproportion, mais invraisemblable. Donc, les pays qui n'ont pas vacciné sont nettement moins atteints que les pays qui ont confiné. La vaccination obligatoire, par contre, est nécessaire en démocratie, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous souhaitez commenter? Alors, je trouve ça magnifique. Ça, vraiment, c'est magnifique. D'autant que ça vient de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le droit de l'homme, c'est vous n'avez qu'à la boucler, vous faites ce qu'on vous dit. Vous, les droits de l'homme. Non, ça ne tient pas la route, tout ça. Tout ça est une entreprise de terrorisme sanitaire, et avec des conséquences que l'on peut deviner malheureusement au vu des cas qui émergent, de la casse qui émerge, on ne peut que le deviner. Et puis il faut tout de même se souvenir de toutes les déclarations déjà depuis plusieurs années de responsables politiques et scientifiques qui vous disaient doctement qu'il y avait trop de monde sur la Terre qu'il fallait dépopuler. Et donc, on est en droit de se demander si tout ça n'est pas une vaste opération de dépopulation dont les différents peuples qui se feront vacciner seront victimes. Ouais, c'est très beau la démocratie, j'apprécie beaucoup les droits de l'homme de surcroît. Alors, Jacques Attali, de même que le ministre polonais de la Santé, nous promettent des vaccinations annuelles et reconfinements réguliers durant des décennies. N'est-il pas dans la même optique que celle de sa déclaration dans l'Express de 2009, que vous ne cessez de dénoncer pour démontrer que la dite pandémie de coronavirus était dans les plans mondialistes depuis au moins cette époque? Tout à fait, même antérieur, puisqu'il y a un nouveau texte qui vient d'être rappelé dernièrement, et c'est amusant parce que je l'avais moi-même oublié. Pourtant, j'avais publié dans mon étude là, qui s'appelait Évolution de la société ou complot contre la société. Et c'est un texte qui remonte à 1981. Et c'est alors là aussi, écoutez, je vais essayer de le retrouver parce que ça vaut la peine. Jacques Attali vous parle. Écoutez. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités.
Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Segers. Vous trouvez pas ça beau? Les gens n'ont plus qu'à vérifier. Vous savez très bien, quand je dis quelque chose... Ah oui, oui, Vous bien savez, sûr. à travers ces propos de Attali, on sent bien la vision du bétail qu'a l'homme supérieur qui est Tout à fait. le juif Attali. Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est extraordinaire, ce mépris de l'être humain, de tout ce qui n'est pas lui et ses confrères, c'est extraordinaire. Mais parce que pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Et vous savez que dans le Talmud, on parle des non-juifs comme du bétail. Bien sûr, c'est de ça dont je faisais allusion. Oui, à ça. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous relais. Manuel? Alors, est-ce que vous êtes au courant du scandale du repas à 500 auquel des ministres ont participé, comme l'a révélé la chaîne M6? Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce scandale? J'ai failli leur souhaiter bon appétit. Non, en fait, ça m'a fait penser à la Révolution dite française. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on nous a seriné dans les livres dits d'histoire de l'éducation dite nationale, que la Révolution dite française avait été faite à cause des abus de la haute société de l'époque, de ses privilèges, etc. Et quand on voit les privilèges des hommes politiques de notre bonne démocratie, vous ne croyez pas que ça vaudrait une révolution supplémentaire en sens contraire? Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et alors, le plus beau, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la réaction de Zemmour. Mon grand ami Ça, j'ai Zemmour. pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu? Ah, ben, c'est joli. Il s'est étonné de cette rigidité germanique des Français. Il faut que je retrouve ça. Attendez, est-ce que j'ai ça? Les riches. Germanique des Français qui sont apparemment indignés, eux. Oh, un petit Oui. peu primaire de leur part, n'est-ce pas? Où est-ce que j'ai ça? Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. C'était sur CNews du 7 avril 2021 de ce bon Moïse Éric Zemmour. Alors, il s'indignait que les Français se révèlent dans cette affaire d'une rigueur germanique. Il ne comprenait pas le pauvre. Évidemment, il ne comprend pas parce qu'il n'en est pas. À part son origine française par le décret Crémieux, évidemment, il ne peut pas comprendre les Français. C'est une chose qu'il faut tout de même rappeler. Et donc voilà. Donc ça, évidemment, ça n'a pas choqué M. Moïse et Éric Zemmour que des représentants du gouvernement et de cette bonne République, numéro 5, se gobergent aux frais des Français. Aux frais des Français quand même ça. Qu'au prix de 500 € le repas, alors qu'il y a certains Français qui survivent avec à peine 500 € par mois. Non, ça ne choque pas Moïse et Éric Zemmour. Bon savoir. Bon appétit aux gens de Nobilieu qui le prennent pour le Messie. J'ai par contre la connerie humaine déclaration. est quelque chose d'invraisemblable. Qui donne la mienne notion d'infini, comme vous le savez. Je ne permets pas compte de citer notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, que, alors, je citais, c'est sur Twitter, l'affaire des dîners clandestins est dangereuse pour notre démocratie. Il a raison. C'est trop facile de jeter des noms en pâture
en jouant sur les jalousies et la haine. Les personnes qui jouent avec ça doivent être dénoncées et si elles ont menti, poursuivies et condamnées. Je comprends qu'il panique. Effectivement, c'est une très belle image de ce qu'est en réalité la démocratie et la république. Donc, merci à Monsieur le maire de souligner qu'effectivement, c'est une très mauvaise note pour la République. Que pensez-vous de la suppression de l'ENA qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer? Rien. Que voulez-vous que ça m'inspire? Rien. C'est un effet d'annonce, c'est pour donner l'impression qu'il fait quelque chose, c'est du vent. De toute façon, ça va être remplacé par un bidule qui va changer le nom et c'est tout. Ça va permettre surtout, bien que ce ne soit pas dit clairement, d'ouvrir davantage à des personnes qui ne suivraient pas la filière de sélection, de façon à les faire entrer plus facilement dans les cadres de l'État. C'est ce que je veux dire, ça concerne les issus de l'immigration. Donc voilà, on savait déjà qu'il y avait des examens spéciaux pour faire passer plus facilement l'étape à certains représentants de cette immigration. Ben voilà, pour l'ENA, pour d'autres concours d'État, ce sera la même chose. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Au lieu de les élever, on les abaisse. Le 8 avril dernier, le curé et le vicaire de la paroisse Saint-Eugène à Paris ont été placés en garde à vue pour avoir célébré la messe sans les précautions imposées. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Deux commentaires, au moins. Premier commentaire, il est évident que le pouvoir a sauté sur l'occasion. Donc j'estime, j'ai tout de même le regret de devoir dire que le curé a été imprudent. On vit un peu la même chose ici à Toulon. Il y a deux paroisses qui célèbrent la messe tridentine. L'une Saint-François de Paul, où tout le monde se fait fort de ne pas mettre le masque, par défi. Donc, je comprends parfaitement la réaction, je comprends. Et puis celle où je vais, qui est la paroisse Saint-Pédis, non pas de la fraternité, mais la paroisse Saint-Pédis de Toulon, où effectivement, là aussi, il y a une majorité de gens qui ne mettaient pas le masque, dont je suis, dont j'étais. Et puis, à la suite de ce qui est arrivé au curé, à son adjoint de la paroisse Saint-Eugène, notre curé nous a demandé de devoir prendre même les précautions, de garder les distances, qui sont marquées sur les bancs d'ailleurs, et de porter le masque. Ce que j'ai fait. Je n'en pense pas moins, mais c'est ça, ou se voir fermer les églises. Donc il faut savoir, dans la vie, c'est toujours la même chose. Quand on est face à un danger, il faut vite calculer qu'est-ce qui est le plus dangereux comme attitude et agir en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Continuer à narguer le pouvoir qui va sauter sur l'occasion pour fermer les églises ou jouer au plus fin, faire plus ou moins semblant d'obéir et garder la possibilité d'avoir la messe. Donc, je laisse ça à la réflexion de tout un chacun. Et puis, alors, l'autre chose que je vais soulever, et je trouve que c'est encore plus scandaleux, parce que ce que fait le pouvoir, à la limite, connaissant ce qu'il y a derrière, il est dans son rôle. Par contre, que l'archevêque de Paris d'enseigner aux petits ait cru bon de lancer une procédure canonique contre le curé de Saint-Eugène, je trouve ça parfaitement déplacé et scandaleux. Il aurait pu simplement se contenter de dire oui, c'est regrettable, il faut observer les consignes de sécurité, etc., sur un ton bien patelin, bien gentillé, etc. Ça ne mangeait pas de pain. Et bon,
le pouvoir aurait dû tout de même s'en contenter. Mais là, procédure canonique, c'est très grave. Et c'est très grave, pas nécessairement pour le curé en question, mais surtout pour Monseigneur au petit, qui se met à plat ventre devant le pouvoir. Et ça, je le dénonce. Plus on est éduqué et intelligent, plus on est antisémite. C'est ce que des chercheurs révèlent dans Tablet Magazine. Un commentaire sur cette surprenante découverte? Il y a deux choses qui me surprennent. D'une part, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas la thèse officielle. Et deuxièmement, qu'ils la sortent publiquement. J'avoue que je suis un peu sidéré. Alors, jusqu'à présent, ce qu'il y a d'intéressant dans cette déclaration, et c'est un site juif qui le sort, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est dans, dans Tablet Magazine, qui est un magazine juif, qui sort cette énormité, en le déplorant, bien entendu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que jusqu'à présent, on nous serinait en disant que oui, les antisémites, les racistes, c'était les plus primaires, les gens sans éducation, etc. Et là patatras, ils nous disent, et ils sont bien placés pour le savoir quand même, que ce sont les plus intelligents qui le sont, ou qui peuvent le devenir. Tiens, comme c'est curieux. Donc, c'est tout de même très curieux. Et alors, tout aussi curieux et amusant, c'est qu'ils font leur mea culpa en disant, mais est-ce que notre campagne a été si bien menée pour arriver à ce résultat piteux? Effectivement, on peut se poser des questions. Donc voilà, on prend. On va passer à nos milieux. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette nouvelle manipulation médiatique à propos de l'enlèvement de la petite Mila par sa mère, aidée par quelques comparses que l'on vient de retrouver, selon des médias, dans un squat en Suisse? Paraît-il qu'il s'agirait de survivalistes, un mouvement lié à l'extrême droite. Tout à fait. Alors, dès que j'ai vu ça, j'ai sauté en l'air, mais je ne sais pas si vous avez vu le dernier développement. Je vais y venir. Alors, quand j'ai vu cette histoire de la petite Mia retrouvée avec sa mère dans un squat en Suisse, liée à apparemment d'affreux survivalistes, bien entendu liés à l'extrême droite. Alors, je ne sais pas exactement quel est le critère de ceux qui lancent ce genre d'informations sur ce qu'est l'extrême droite. Enfin, moi, en tout cas, j'en fais pas partie. Donc, c'était assez surprenant, une alliance de survivalistes et d'extrême droite. Parce que les survivalistes, vous savez très bien que j'en ai fait la critique. C'est un truc qui avait été lancé par San Giorgio, Piero San Giorgio, moyennant quelques finances, parce qu'il y avait un kit qui était associé à la chose. Et en fait, en résumé, si je me souviens bien, c'était, oh là là, on va vers des temps difficiles, il faut se réfugier dans un coin secret, à l'abri, avec des vivres et des munitions. Et rappelez-vous, à l'époque, j'avais plaisanté en disant, bon, si on prend des munitions, et pourquoi on s'en sert pas maintenant? Curieux. Bon, et San Giorgio avait été suivi en cela par quelqu'un que je cite, hélas, assez souvent, un certain Pierre Hillard, qui était tombé à plat ventre dedans. Bon. Et maintenant, on vient nous dire, voilà, survivaliste égale extrême droite. Ah bon? Ben non, ça ne me semble pas être du tout la même chose. Les critères ne sont pas les mêmes, sans doute. Mais alors, le plus beau, et ça, et vous, Manuel, et vous, Diane, apparemment, vous n'avez pas suivi. Puisqu'intervient un nouvel élément, un nouveau personnage, en la personne de quelqu'un que nous connaissons bien, dont nous avons déjà parlé, un certain Rémi Daillé-Wiedemann. Vous n'avez pas vu ça? Oh, Non, personnellement, non, je n'ai pas vu.
J'ai Non, pas moi vu. non plus. C'est tout récent, ça date soit d'hier soir, soit de... Moi, je l'ai vu ce matin. Donc, il est associé à cette affaire-là, et moyennant quoi, vous voyez le personnage dangereux qu'il est pour la République. Il est, il est sous mandat de recherche de Interpol. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Mais est-ce que c'est pour lui redonner un côté rebelle? Oh, bravo. Ça vous rappelle pas d'autres manœuvres du même genre? Non. Hmm. Harrison, Et par qui exemple? encore? Et qui encore? Benedetti, peut-être? Les Vernettes? Non? Oui. C'est curieux comment le pouvoir nous présente comme des individus dangereux, des gens que nous considérons, nous, comme étant un petit peu douteux. Comme si c'était effectivement, comme vous l'avez suggéré à juste titre, pour leur donner une virginité. Je trouve ça très curieux. On verra maintenant que Rissen a été libéré, on va voir le niveau de virginité qu'on va lui accorder. Alors, je ne sais pas si vous allez me poser une question sur la libération de Rissen, je crois que ça vaut la peine de toute façon d'en parler. Donc, si vous n'avez pas l'intention de poser la question, je vais faire une petite allusion brièvement. Je dirais d'abord tant mieux pour lui. Mais ceci dit, cela conforte un petit peu ma thèse, que tout ça me semble curieux tout de même, étant donné qu'il était condamné à 2 ans de prison et qu'il est tout de même libéré assez rapidement. Et je répéterai, tant mieux pour lui, je ne tenais pas du tout ce qu'il soit en prison, je tiens simplement à mettre en lumière son comportement, son alliance avec la politique sioniste de Zemmour, et je l'attends au tournant, j'attends de voir quels vont être désormais ses commentaires et sa ligne politique par rapport à Zemmour et justement à la ligne de sionisation dans nos milieux que je dénonce. Donc, Bah, c'est prévu qu'il s'exprime voyons en venir. vidéo. C'est prévu qu'il s'exprime en vidéo. Il a de la soldat. Bien vu. Bon, on va voir. Bon, je suppose que pour commencer, il va commencer par remercier tous ceux qui l'ont soutenu. J'espère qu'il aura vraiment un mot de choix pour ce pauvre Jérôme Bourbon qu'il a si bien soutenu. On verra bien. C'est pas encore prévu pour le moment. Il a dit qu'il allait se reposer et qu'il s'exprimerait par la suite. Et pour continuer sur Hervé Rissen, il y a un de vos correspondants qui a relevé le fait que, quand bien même Youssef Indy fait de bonnes vidéos, il ne parle jamais du fait que vous aviez été le premier à relever le ralliement d'Hervé En Rissen. fait, c'est une correspondante. C'est une Oui. correspondante qui a été surpris. Bon, ce que dit Youssef Indy sur Zemmour, il n'y a rien à critiquer. Mais Manuel, je crois qu'il va falloir que vous redisiez ce que vous avez dit tout à l'heure à propos justement de certains silences de Youssef Indy. Il y a tout de même quelque chose de curieux. Et s'il n'a pas parlé de moi, c'est que je vais beaucoup plus loin que lui dans la dénonciation du problème. Et que ça dérange, parce que ça ferme des portes. Alors, Oui, c'est juste. si vous voulez bien revenir sur ce que vous avez constaté. Oui, c'est ça. Alors, Youssef Indy a tenu une conférence en ligne à propos de son ouvrage L'autre Zemmour, qui date déjà de, je sais, 3 semaines peut-être plus. Bon, j'ai participé, bien évidemment, parce que j'ai commandé son livre. Je l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé et je m'attendais voilà, à voir plus de détails et un peu d'échanges. Alors, il a parlé pendant un petit moment et après, ça a été beaucoup d'échanges, beaucoup de questions-réponses, etc. Et moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il pensait, son opinion, par rapport à Rissen qui disait que Zemmour n'est pas juif, notamment a été relayé par Monsieur Henri de Lesquen. Et
Alors, de sa signalant, part, Henri de Lesquen dénonçait justement cette attitude. oui, tout à fait. Et en fait, je l'ai posé la question à 2 reprises. Qu'est-ce qu'il pensait de Rissen qui était comme porte-étendard ou porte-panière de Zemmour, en disant que c'était lui qu'il fallait suivre, etc., etc. Et en fait, il n'a pas répondu. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans sa tête. Il m'a pas répondu, même lors son dernier débat concernant son ouvrage avec je ne sais plus qui, il continue d'insister que Hervé Ryssen a été emprisonné par ses écrits, ce qui est à C'est faux. 25% vrai. À 25% vrai. Il y a notamment, il y a quelques petits trucs, quelque chose, et aux condamnations concernant ces livres, mais c'est pas que ça. Il y a la majorité, ce sont des provocations, des vidéos, des tweets, des Tout à publications fait, tout à Facebook, fait. On en a déjà etc., parlé à etc. plusieurs reprises, vous avez Oui, entièrement raison de rappeler la chose. mais je ne critique pas honnêtement les ouvrages du Safili sont tout à fait, comment dire, pas critiquables. Valable. Sont très bien, sont des ouvrages très bien sourcés, très bien écrits, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne parlent pas de Rissen et Zemmour. Je ne veux pas dire qu'ils sont ensemble, mais ils ne parlent jamais. Il n'y a pas que lui, comme d'autres personnes qui, soi-disant, en privé, se sont étonnés du ralliement de Rissen à Zemmour, notamment M. Soral, qu'on attend toujours quelque chose de public. Non, il n'y a rien. Les seuls qui se sont manifestés publiquement, c'est vous, Henri de Lesquen et Jérôme Bourbon. À part vous trois, il n'y a Oh, personne d'autre. Jérôme Ah, Bourbon, bon. Ah, très peu aussi, quand même. Jérôme Jérôme Bourbon Bourbon, fait la publicité de Rissen, vend le livre de Rissen d'Henri Varol. oui, c'est une autre chose Non, aussi un peu non, moi, étrange. ce qui m'a D'un côté, agréablement surpris, incontestablement, parce que je ne m'y attendais pas du tout, c'était la position de Lesquen, très claire et nette. Voilà. Il ne l'a pas envoyé dire. Hein. en effet, oui, mais c'est ce qui est étrange de la part de Jérôme Bourbon. D'un côté, il s'étonne que Rissen parle de Zemmour, et de l'autre côté, soutien, on vend ses livres, soutien. Bah, faut savoir, bah, j'espère, c'est pas lui qui vous a dit qu'il attendait sa sortie pour poser des questions. On va voir. Est-ce qu'il va poser des Et, questions à euh, Rissen? Emmanuel, à propos de votre réflexion sur la non-réponse de Youssef Indy aux deux Oui, questions que vous aviez posées, toujours sur le même sujet, et moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est de voir quand on pose certaines questions à certaines personnes, le fait qu'elles ne répondent pas. Bon, or, oui, si elles étaient droit dans leurs bottes, ils pourraient répondre et donner la raison pourquoi ils prennent telle ou telle attitude qui nous surprend. C'est vrai pour tous ceux que j'ai interpellés en leur disant, mais moi je suis prêt à discuter avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, ma position est tout autre. Ben, faisons un entretien. Je l'ai fait pour 36 000 personnes, enfin peut-être pas 36 000 quand même, enfin, oui, en effet. Beckett, Jean-Anthony, etc., 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 jusqu'à Hillard. Hillard, mais c'est franchement typique. J'ai plusieurs correspondants qui, à plusieurs reprises, me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas un entretien avec M. Hillard? Moi, je lui répondais, mais écoutez, moi, je ne demande pas mieux, je le propose depuis des années. Et il ne me répond pas. Et je lui dis, mais écoutez, vous lui proposez, vous vous étonnez auprès de lui, et vous dites que je suis tout à fait d'accord pour faire un entretien où il voudra. Et ensuite, ces correspondants me disent, il ne m'a pas répondu. Alors, que voulez-vous? Comment voulez-vous conclure après ça? Il y a un En problème. effet, oui. Quand on a peur de répondre, c'est qu'il y a tout de même un petit souci. C'est probable, mais bon, c'est certain que, soi-disant, s'étonne en privé, mais jamais en public. Est-ce que, comme on dit certains, oui, mais il faut rester unis,
Parce que si on commence à se battre au sein de nos milieux, ça va imploser, ça va être la catastrophe. Donc, nous devons rester unis. Oui, mais quand il y a des incohérences comme celle-là, il faudra les relever. C'est pas possible. Il faut les C'est pas relever. possible. On ne peut pas faire l'alliance coûte que coûte sur des positions contraires. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous ce que j'ai dit à multiples reprises en ce qui concerne notamment le Front National. L'union de forces contraires crée une impuissance, une annulation de force. Et je regrette beaucoup parce que je ne vais pas du tout critiquer l'analyse de Youssef Indy sur Zemmour. Mais ce qui m'étonne, d'une part, ça me chagrine parce que quand même, j'ai la susceptibilité d'estimer que j'étais le premier à lancer la bagarre, d'où les menaces, les injures et menaces de mort dont l'objet de la part de Rissen. Mais c'est ça qui a lancé la bagarre. C'est ça qui a éveillé. Si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait? Alors, C'est sûr. Oui, non, dites-moi bien. juste pour passer à une autre question, en fait. Mais vas-y. Oui, vas-y. Je t'en prie. Avec une possibilité de victoire qui n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, je me dois d'être la candidate de tous ceux qui veulent mener le combat national. C'est la déclaration de Marine Le Pen qui envisage de quitter la présidence de son parti pour devenir la candidate de tous les Français, selon elle. Un commentaire, peut-être? Le commentaire va être toujours le même à peu près, c'est que, bon, on ne demande pas mieux de croire Madame Le Pen, mais candidate de la droite nationale, en continuant à soutenir Israël, en faisant du national-sionisme. Bon, alors, à sa décharge, je signalerai tout de même une chose, parce qu'il faut tout de même être honnête, toujours relever ce qui est positif, de même qu'on relève ce qui est négatif. Et je viens de noter avec surprise et intérêt que Marine Le Pen, dans un tweet, a signalé une des dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Voyez, bonnes gens, c'était sur CNN, donc une chaîne américaine, dans laquelle Macron disait qu'il fallait Déconstruire réécrire notre l'histoire de histoire. France. Réécrire l'histoire de France. Parce que l'histoire de France ne lui plaît pas. L'histoire des rois de France, la constitution de la France, ses origines chrétiennes par Clovis et toute la suite. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça. Pour lui, c'est pas ça l'histoire de France. Et je le comprends. Il n'en est pas. Donc, j'avoue que ce fait que Marine Le Pen ait mis l'éclairage là-dessus, c'est une fameuse boule envoyée dans le jeu de qui? J'avoue, ça m'a sidéré. Je le signale parce que j'estime que c'est positif. Maintenant, est-ce que ça annonce un revirement de sa part vis-à-vis de certaines tendances? On verra. On verra. De toute façon, on sera obligé de choisir à un moment donné, au moment des présidentielles. Et ça ne va pas être évident. Sauf que, évidemment, ce sera contre Macron. Même si c'est Marine Le Pen? Éventuellement. Éventuellement, mais évidemment, tout ça sous réserve de constatation d'une évolution. D'ailleurs, je pense et je persiste qu'un candidat de la droite libérale serait, même évidemment, si je suis loin d'être un libéral, serait certainement plus porteuse contre Macron. Je pense que Marine Le Pen, si elle est candidate à nouveau contre Macron, ça risque d'être à nouveau l'alliance sacrée contre elle, soit présentée comme extrême droite, etc., etc. Donc, si on veut se débarrasser de Macron pour faire un début de ménage, malheureusement, je crois qu'on sera obligé de passer par la case droite libérale. Mais là, je vous dis, il ne faut pas anticiper les choses. De toute façon, ce sera un choix tactique.
pas un choix doctrinal, ce sera un choix tactique. Ce que beaucoup dans nos milieux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La tactique, la stratégie, oula, ils sont à des années-lumière. D'où les beaux résultats que l'on a à chaque élection. Prochaine question. Dans une interview pour TV Liberté, la géopolitologue Valérie Bureau affirme qu'il est vain de combattre l'ennemi avec ses propres armes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Bon, alors je commencerai par dire que passer sur TV Liberté, ce n'est pas une recommandation. Première réflexion. Deuxièmement, je ne vois pas très bien ce qu'elle veut dire. Agir comme le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle entend par là exactement? Est-ce que agir de façon tordue comme fait le pouvoir, ce n'est pas porteur? Bon, je ne vais pas dire qu'il faut être tordu. Mais malheureusement, je dois dire que la façon dont le pouvoir manipule les Français, c'est remarquable. Il faudrait peut-être prendre quelques leçons de psychologie dans l'attitude du pouvoir pour faire la politique contraire, un petit peu de psychologie et d'habileté politique, ce qui n'est pas le cas. Donc là encore, ça me donne l'impression d'une soi-disant réflexion profonde, mais qui ne veut rien dire. Ou alors, il faut approfondir davantage et l'expliquer, ce qui n'est pas le cas. Sous le titre « Acte de charité pour Johan Livernet », une certaine Aline Delforge demande que l'on participe à une cagnotte. Je cite « En ce temps de carême, nous vous demandons une contribution pour assurer une défense correcte à Johan Livernet. Cet acte de charité sera utilisé pour régler ses frais de justice uniquement. Merci à vous tous. » Alors, que pensez-vous de cette initiative ? Bon, ça fait partie de ce que l'on constate de la part de certains, d'apitoiement sur l'Hivernet, à commencer par son propre éditeur, M. Bruno Saglio, qui le défend becs et ongles. J'avoue que je regrette parce que j'estime que ce directeur des éditions Saint-Rémy fait du bon travail en publiant certains livres, sauf les livres de l'Hivernet, vous savez très bien que je dénonce comme plagieur. Et puis, il ne faudrait tout de même pas oublier ce dont j'ai témoigné dans le dernier entretien que nous avons eu, de ce témoin qui a pris contact dernièrement avec moi en me rappelant et en m'apprenant que, en fait, Livernet, qui a été condamné pour violence envers sa compagne, je pense que c'est la deuxième compagne d'ailleurs, c'est pas la même que celle que j'ai connue, quand il m'interviewait pour se faire connaître, Livernet était déjà connu pour ses actes de violence, y compris sur un de ses oncles, et pour cet acte-là, il avait déjà, d'après ce correspondant, avait été déjà condamné. Donc, il ne faut tout de même pas en faire un petit saint, même s'il se réclame toujours de l'Église, etc. C'est très porteur, ça. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. On va passer à l'étranger. Que pensez-vous de l'annonce dans laquelle le nouveau Messie des Juifs a été présenté en Israël par des Juifs orthodoxes, en la personne du rabbin Hiskiaou Ben David? J'ai trouvé ça assez comique quand même, parce que je pense que si le Messie revenait, ben, ce serait tellement évident qu'il est le Messie, mais le Messie, ce n'est pas une question d'élection, même par des rabbins. En plus de ça, lui-même est rabbin. Ça ne tient pas la route, c'est pas sérieux. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est cette obsession du monde juif d'avoir un Messie comme ils le veulent, c'est-à-dire le Messie qui va leur donner le pouvoir sur le monde. Alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est que jusqu'à présent, d'après nombre de leurs déclarations, c'était le peuple juif lui-même, en la personne de ses hauts dirigeants, c'est-à-dire de leur Sanhédrin, qui s'instituaient leur propre Messie et le Messie du monde par la même occasion, dont évidemment la nécessité d'avoir le pouvoir mondial.
Ce qui explique toute la démarche mondialiste messianique que je dénonce constamment, et notamment dans mon dernier livre, De l'ordre à Prélos. D'ailleurs, très gentiment, j'ai été invité, ça s'est passé pas plus tard qu'en début d'après-midi aujourd'hui, j'ai été invité par Lou Divergent et Maximus à parler de mon livre, justement, De l'ordre à Prélos au Nouvel Ordre mondial. Donc, on a longuement parlé de ça, de tous les développements. Et vraiment, c'était très agréable parce qu'on était d'accord, mais vraiment, surtout dans toutes les réactions, c'était vraiment très, très agréable. Et pas la moindre fausse note constatée, donc compatibilité. Et là, vraiment, je tiens à les remercier publiquement. Ils m'ont fait une belle publicité à mon nouveau livre, que d'ailleurs on va devoir rééditer à toute vitesse. Il ne nous reste plus que quelques exemplaires. Donc voilà pour répondre à votre question. Washington reprend son aide aux Palestiniens. Israël est furieux. Cela ne confirme-t-il pas ce que vous prédisiez dans de nos entretiens au lendemain des élections présidentielles? Et vous prévoyez alors à l'époque que Biden serait moins à plat ventre que Trump devant Israël? Apparemment, c'est ce qui semble se dessiner, effectivement. Alors, il faut voir deux choses dans cette affaire-là, et j'avais bien spécifié que ça ne concernerait que les intérêts des Palestiniens et éventuellement de l'Iran, et qu'il serait peut-être moins va-t-en-guerre vis-à-vis de l'Iran. Mais ceci dit, ce n'est pas dit du tout en ce qui concerne l'Iran, parce qu'il a tout de même tout un entourage juif autour de lui, comme l'avait Trump d'ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes, mais c'est la même confrérie. Donc, côté Iran, à mon avis, il va être aussi va-t-en-guerre que l'était Trump. Par contre, vis-à-vis des Palestiniens, on a l'impression qu'il cherche, et c'est ça que j'entrevoyais chez lui, qu'il cherche à se faire des alliés parmi certains pays musulmans, s'en faire des alliés, contre, justement, l'Iran. Donc oui, bon, tant mieux pour les Palestiniens, mais enfin, c'est pas du gâteau. C'est pas franchement du gâteau. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la réaction des Israéliens n'a pas tardé et la presse y va fort en disant Biden, nouvel ennemi d'Israël. Tu compte? Mais c'est ça. Le monde juif, c'est ça. Dès qu'on le chatouille là où il ne veut pas, on est un ennemi. Il ne faut jamais dire des choses contraires à ce qu'ils veulent. Sinon, vous êtes un ennemi. À la virgule près, au petit pointillé. Intéressant. Alors qu'il est le troisième pays le plus vacciné au monde, le Chili impose un nouveau confinement très dur à 80% de sa population. Quelle est votre réaction à cette nouvelle? Je ne peux que redire ce que j'ai dit tout à l'heure au début de notre entretien. Ça prouve une fois de plus que le fait de vacciner ne met pas du tout un pays à l'abri. La casse augmente. Or, si elle augmente, c'est que ça vient du vaccin. Élémentaire, mon cher Watson, ce qu'il fallait démontrer. Face au nouveau dirigeant libyen, Emmanuel Macron a reconnu que la France avait une responsabilité dans le chaos qui règne dans le pays depuis l'intervention de l'OTAN en 2011. Pourquoi ce mea culpa de la part de Macron? C'est curieux parce que... Oui, c'est curieux. Bon. Alors, intervention de l'OTAN, c'est pas tout à fait ça. Fondamentalement, c'est une intervention de la République française sous Sarkozy. l'égide de son co-religionnaire, Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce parce que Sarkozy ayant des velléités présidentiables encore, dérangerait un petit peu Macron, ou il s'est passé quelque chose entre eux, je n'en sais rien. Je trouvais ça curieux, mais bon, c'est bon à prendre, parce qu'effectivement, je ne dis pas la France, toujours la même chose. Quand il y a une chose qui n'est pas bien, on dit que c'est la France. Quand il y a une chose qui serait bien, entre guillemets,
c'est la République. Et alors, moderato cantabile quand même, hein, faut pas pousser. Donc, j'ai trouvé ça tout de même assez curieux à relever, mais il ne faut pas tomber dans le panneau. Le 8 avril dernier, le ministre algérien El Hachmi Jaboub a qualifié la France d'être notre ennemi traditionnel et éternel. Souhaitez-vous faire un commentaire? Ah oui, quand même. Ben, je ferai un petit peu le même genre de réponse qu'à la question précédente. En fait, c'est toujours la même chose. La France ou la République? Parce qu'en fait, de quoi les Algériens peuvent-ils se plaindre de la part de la France, entre guillemets? C'est ce que la République, troisième du nom, a fait du fait du décret Crémieux, d'Isaac Crémieux, qui était tout de même le fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui donnait en bloc aux seuls juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans, la nationalité française. Et ça, c'est une perte de chiffres qu'ont ressenti les Algériens venant de la République française, j'insiste bien, troisième du nom, et non pas de la France. Si bien que, à la limite, si il veut bien ne pas mettre France et mettre République française, bon, je suis d'accord avec sa déclaration. Et puis, quand même, petit rappel, il faut tout de même avoir la reconnaissance du ventre. Je pense que si ce monsieur est encore là, c'est parce que sa famille a survécu aux épidémies qui sévissaient en Algérie comme dans l'Afrique du Nord avant notre arrivée, qu'on leur a bâti des hôpitaux, des routes, des ceci, des cela, et puis qu'un certain De Gaulle leur a donné gratuitement le pétrole du Sahara, les minerais que nous avions découverts. Donc j'estime tout de même, indépendamment de l'affaire Crémieux, qu'il crache dans la soupe. Et ça, je n'aime pas ça. Il faut tout de même avoir la reconnaissance du ventre. Donc tout ça se paiera un jour. Dans une lettre adressée le 4 avril dernier à la Banque mondiale et au FMI sur le monde post-Covid, le pape François réclame une gouvernance globale dans le contexte de la relance à la suite de la crise créée autour du Covid-19. Il souhaite la mise en place de solutions nouvelles, inclusives et durables, par le biais notamment de la création d'institutions de gouvernance globale. Il semblerait être de plus en plus clair qu'il s'agisse d'un pape mondialiste, un pape selon leurs besoins. Quel commentaire souhaitez-vous ajouter? Tout à fait, mais on arrive justement à la conclusion que la maçonnerie, et c'était, je crois, mon père qui avait relevé ça dans son livre L'Église occupée, que je recommande de lire parce que vraiment c'est un livre fondamental pour comprendre l'évolution de la société et au travers de l'évolution de la société, le moteur principal, l'atteinte de l'Église. Et que les francs-maçons de l'époque disaient carrément qu'ils souhaitaient l'avènement d'un pape selon leur vue. Bon, on peut dire que nous avons l'aboutissement avec François. Et que c'est pour ça, rappelez-vous, toute la critique que j'ai pu faire au moment de la démission de Benoît XVI. Benoît XVI a été poussé dehors parce qu'il déplaisait, pourtant c'était quand même un libéral, il croyait tout de même à toutes les sornettes issues de Vatican II, mais il n'était pas encore assez bon pour eux. Il leur fallait franchir une étape supplémentaire, et l'étape supplémentaire, c'est François. Et voilà. Donc vraiment, pour être catholique aujourd'hui, il faut être bien accroché. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter pour terminer? Oui. Alors, je vais me reporter à quelques petites notes que j'ai prises. Alors, une première chose, je voudrais que monsieur Emmanuel Pacou, s'il m'écoute, devrait bien prendre contact avec moi. Je voudrais le remercier infiniment des corrections remarquables qu'il a faites
sur mon livre de l'ordre of chaos au nouvel ordre mondial, alors qu'il avait été lu et relu à plusieurs reprises par au moins 4 personnes de notre entourage. Il a encore trouvé des fautes, mais tout à fait évidentes, et on est tous passés par-dessus. Donc je tiens vraiment à le remercier. Et il a été d'une discrétion que je regrette un petit peu, parce que je voudrais prendre contact avec lui, ne serait-ce que pour le remercier. Et donc voilà, s'il m'écoute ce soir, ou quand cet entretien sera publié, je lui demande de prendre contact avec moi, par téléphone ou par mail, comme il voudra. Voilà, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais revenir sur un texte auquel j'ai fait allusion dans le dernier entretien. C'était d'un correspondant, d'un jeune correspondant, qui, à la suite de ce que j'avais dit sur son message qu'il avait envoyé à l'époque, m'a renvoyé un autre message pour me remercier, entre autres. Et donc il me met « Bonsoir, monsieur Plancard-Dassac. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre dernier entretien. » C'était la suite de ses parents. J'avais signalé que ses parents lui avaient fait cadeau de la maçonnerie et de la démocratie contre le peuple, etc., etc. Et alors, il me signale ceci, et bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il me dit « Je vous découvre depuis août dernier, je suis vos entretiens avec grand intérêt et parfois avec beaucoup d'effarement, surtout en ce qui concerne De Gaulle. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et je crois que mes connaissances qui échangent avec moi sont tellement formatées qu'ils risquent de ne pas me croire en apprenant tout ce que vous révélez, notamment lors de votre dernière conférence intitulée « Les heures les plus sombres de notre histoire ». Ça concernait justement De Gaulle, entre autres. Une conférence que j'ai visionnée 2 fois. Alors, etc., etc., etc. Il me met, à un moment donné, vous allez, vous, monsieur Plancard-Dassac, au fond des choses. Donc, il me met en comparaison par rapport à d'autres qui considèrent qu'ils ne vont pas au fond des choses, ce que je dénonce constamment. Et alors, il le commente, c'est sur ces détails que vous m'avez convaincu, etc., etc. Et il le remercie encore une fois du travail remarquable que vous faites avec vos collaborateurs, qui est salutaire pour la France et son avenir. Donc, je tenais aussi à vous signaler cette citation, puisque ça vous concerne un petit peu, vous, Manuel et Diane. Et il terminait par ceci, qui est tout de même pas sans intérêt. J'essaie de faire réfléchir mes interlocuteurs autour de moi, mon entourage familial. Quant à votre choix de soutenir François Fillon, je la trouve judicieuse, car je n'étais pas un grand fan de l'ancien Premier ministre, mais il a appelé à voter contre Maastricht. Il est prêt à sortir de l'Union européenne si on impose à la France la GPA. Il est contre la loi, etc., etc. Il cite Clovis et Jeanne d'Arc, etc., etc. Quel candidat aujourd'hui, comme en 2017, peut se targuer de tels principes de référence? Donc, je vous suis complètement. Voilà, chers amis. Et la suite au prochain numéro.